Ok les amis, bonjour à vous, bonjour à tous. Et on va commencer donc une nouvelle émission, un sujet très grave. Mais avant de commencer ce sujet, avant de démarrer l'émission, quelques annonces. Premièrement, si j'en vois un critiquer le fait que j'ai une casquette, ça va barder. En fait j'ai une coupe en pétard, j'ai pas eu le temps de me coiffer parce que je sors du lit. Quasiment, il est 6 heures du matin, j'ai beaucoup de choses à faire pendant la journée, donc j'essaie de tourner les vidéos quand je le peux, très tôt le matin. Seconde annonce, le son est bien meilleur, vous ne trouvez pas, bien sûr, puisque le micro donc, que j'avais acheté il y a quelques temps et que je n'arrivais pas à brancher sur ma caméra, eh bien, j'ai enfin trouvé le truc. Je m'étais mal pris, tout simplement. Voilà, il fallait que je fasse une manipulation, j'avais pas compris, je pensais que le micro ne marchait pas, donc j'étais assez embêté. En fait, il s'avère qu'il marche même très bien. Donc, je vais arrêter de vous casser les oreilles ou de vous imposer des sons tout pourris. Voilà, donc ça va aller mieux à ce niveau-là. Deuxième annonce, bientôt le retour des lives. Alors ce sera peut-être d'ici la fin du mois, je sais pas, donc on refera des lives puisque c'est beaucoup plus sympa, c'est plus interactif. Alors, cela dit, n'hésitez pas à nous écrire sur le feed des posts, que ce soit sur feedespost@protonmail.com ou que ce soit sur nos réseaux sociaux, hein, sur Twitter, Facebook, c'est à peu près tout. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un sujet par exemple que vous aimeriez que j'aborde, ou tout simplement des questions hein, que vous voudriez nous poser sur n'importe quel sujet d'actualité, de n'importe quoi, bah n'hésitez pas à le faire. Vous nous envoyez un petit message et puis comme ça, bah, on peut, à la limite, on peut faire peut-être même une émission par semaine comme ça où on répond aux questions, je sais pas. Voilà, en tout cas c'est possible. Euh, Aussi, au vu de l'actualité, enfin du déroulement des événements aux États-Unis, vous avez sûrement vu tout ce qui se passe. Bon, on a fait une émission hier à ce sujet. Mais surtout au niveau de un petit peu de la prise de force, enfin de la comment dire, de la montée en force plutôt des GAFA, de la Silicon Valley, tout ça, de la big tech, notamment dans tout ce qui est censure et compagnie. Bon, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre vraiment comment ça se passe, comment tout ça se passe, puisque même le POTUS, même le Donald Trump a été encore censuré là vraiment partout, hein, sur Reddit, sur Snapchat, sur TikTok, sur voilà, même chez son concessionnaire automobile, il a été banni de partout. Et les gens aussi s'aperçoivent que WhatsApp, effectivement, n'est pas une super application au niveau vie privée, tout ça. Donc, je ferai bientôt une émission consacrée à ce sujet sur une autre chaîne, qui est une autre chaîne que j'ai depuis longtemps, où je parle surtout finance, technologie, des trucs comme ça. Voilà, donc je ferai cette émission bientôt, et puis voilà, ça servira peut-être à quelqu'un, je donnerai quelques petits tips comme ça pour un petit peu sécuriser son quotidien, notamment avec son smartphone. Surtout avec son smartphone, c'est peut-être là où c'est le plus urgent. Voilà, bon, j'en ai fini avec les annonces, donc aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui va porter sur, eh bien, sur la dégénérescence de notre société, pour ne pas changer. Eh oui, c'est l'actualité, on traite l'actualité, et notre société est dégénérée, donc c'est l'actualité, malheureusement. En fait, je suis tombé il y a 2 jours sur un petit preview, comment on caption, là, enfin bref, petite vidéo là sur Twitter de Zone Interdite qui va bientôt sortir donc alors je sais pas si c'est demain ouais c'est dimanche donc évidemment ne regardez pas ce documentaire mais ce documentaire sachez en tout cas que c'est un documentaire donc qui va traiter de tout le phénomène transgenre etc surtout chez les jeunes voire les très jeunes. Donc en fait, on va parler de transsexualisme, de transgéndérisme, toute cette propagande qui a été lancée vraiment depuis maintenant 10 ans, vraiment. Hein, c'est là où ça s'est normalisé. En tout cas aux États-Unis et dans d'autres pays historiquement très libéraux. Mais on voit que avec cette émission, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis, voilà, maintenant, on a déjà eu ce genre de truc un petit peu en France, mais là, j'ai l'impression que, voilà, maintenant il y a Biden qui arrive, on a la présidence Macron. On a vraiment. On atteint un stade, si vous voulez, de dégénérescence de la société qui est absolument inouï. Et donc voilà, maintenant il faut balancer de la propagande, transgenre, LGBT, mais vraiment ciblé cette fois-ci sur la jeunesse et sur les adolescents, voire même presque les pré-ados. Donc en fait, ce reportage de Zone Interdite, bon, on va juste regarder rapidement. On va regarder un extrait ensemble d'ailleurs rapidement. Le titre c'est Ni fille ni garçon, enquête sur un nouveau genre. Et avec le petit caption,
22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentent ni homme ni femme. Ils se disent neutres, gender fluide, A-genre, A-genre ou non-binaire. Alors, tendance éphémère ou mutation profonde de notre société. Donc voilà, regardons cet extrait ensemble, les amis, tout simplement. Je me pose toujours des questions sur mon genre, si je me considère plus comme un garçon, comme une fille, entre les deux, je sais pas du tout. Ça me dérange pas qu'on m'appelle madame parce que je me reconnaîtrais pas plus si on m'appelait monsieur. Avant, les rois, ils mettaient des perruques. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques aujourd'hui? C'est la liberté en fait. Qu'on arrête avec ces codes de la société parce que ça fait beaucoup de mal aux jeunes. Le genre pourrait tout à fait devenir une mention obsolète du document d'identité. Ça me dépasse un peu, mais c'est ma petite fille. Ni fille ni garçon, enquête sur un nouveau genre. C'est un document de Zone Interdite et c'est dimanche à 21h05 sur M6. Waouh, super. Donc, on a 3 messages, je dirais, qui ressortent de cette vidéo. En gros, vous avez c'est la liberté. Alors, déjà, vous avez vu, hein, on montre vraiment, c'est quasiment que des jeunes, mais des très jeunes. C'est-à-dire, là, il n'y a personne qui a plus de 18 ans. Et on a vu quasiment un gamin qui devait avoir 11, 12 ans peut-être. Donc le message, c'est liberté, voilà, c'est la liberté, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire puisqu'on est libre, blablabla, etc. L'autre message, c'était quoi? C'était, ah oui, les codes de la société. On nous impose des codes absolument, voilà, c'est toujours le même discours, en fait, un gauchiste, voilà, soi-disant, de ces codes qui oppressent les jeunes. Alors lui, le gars qui a dit ça, il dit qu'il y a des codes de la société, voilà, qui en gros oppressent les jeunes. On va y revenir parce que, en gros, le discours, voilà, c'est ça, c'est de dire oui, je suis discriminé ou je suis en tout cas harcelé parce que je suis transgenre. Évidemment qu'il ne faut pas être haineux vis-à-vis de ces personnes, au contraire, il faut être assez... Enfin, nous, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, je suis assez triste finalement pour ces personnes, mais lorsqu'il s'agit de faire de la propagande et de vouloir diffuser un modèle de dégénérescence antinaturelle au monde entier, bah là, ça devient autre chose. Et donc après, il ne faut pas s'étonner non plus d'être harcelé, entre guillemets, voilà, comme prétend cette personne. Alors le troisième message, c'était quoi? Ah oui, c'était, on nous montre la mamie, qui donc a apparemment une petite fille qui est... ouais, qui est complètement une gauchiste SJW, qui donc apparemment qui est plutôt non genrée, donc elle est non binaire. Et donc la grand-mère qui lui dit oh ça la dépasse un peu, mais bon j'aime ma petite fille quand même. Je vous assure qu'il y a encore même pas 30 ans en fait, 30 ans, 40 ans, vous auriez eu une petite fille qui débarque comme ça dans sa famille. La famille l'a renié, une famille française catholique, elle est peut-être pas 30 ans parce qu'on était déjà voilà. Mais je sais pas, moi, il y a 50 ans, la famille française catholique ou encore un petit peu d'anthropologie chrétienne aurait expulsé aurait renié cette mécréante hors du foyer, lui aurait nié la capacité de porter le nom de famille, je veux dire. Mais aujourd'hui, les gens, non, il faut... Ah, non, tout passe sous le prétexte de la liberté et de la notion d'amour, soi-disant de la notion d'amour. Mais ce sont les deux notions, et je le répète, je l'ai souvent répété, ce sont les deux notions les plus corrompues, les plus perverties, si vous voulez, de notre temps, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Fausse liberté de choisir, et surtout de choisir, choisir surtout de ne jamais se soumettre à Dieu et la loi naturelle. Hein. En gros, c'est ça, la liberté, on va dire, imposée par le New World Order et par la Révolution. Et le soi-disant amour, la fausse charité, toujours très mal ordonnée en fait. Hein. Bon, alors justement, pour commenter un petit peu tout ce bazar-là, bon, je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous lire en fait, enfin de commenter un petit peu avec vous, de prendre pour appui eh bien, un passage de mon livre Mystère de la Révolution, victime de son succès. Voilà, il n'y a plus un seul exemplaire disponible. Nulle part en fait, donc navré pour ceux qui voudraient l'acheter, je ne sais pas quand il va être réédité. En tout cas, ce livre donc, qui est désormais n'est-ce pas une référence, je plaisante bien sûr, eh bien j'avais, enfin l'un des fils conducteurs justement de ce
de ce livre, c'était en fait d'essayer d'expliquer, notamment aux gens un petit peu perplexes aujourd'hui, notamment chez les non-chrétiens, notamment chez les Européens déchristianisés, mais qui voient toutes ces histoires de transgender, toute cette propagande homosexuelle et compagnie, mais qui sont un peu, voilà, ils savent pas trop comment, ils voient bien que c'est mauvais tout ça, que c'est vraiment quelque chose qui va pas, qu'on essaye d'imposer tout ça, mais en même temps, voilà, ils savent pas trop comment faire, comment expliquer la chose, et donc finalement, il y en a beaucoup qui tombent justement dans ce travers de, ah bah, chacun fait ce qu'il veut, après tout, voilà, c'est la liberté d'autrui, machin truc. Et donc j'ai fait ce livre en fait vraiment pour expliquer le phénomène de la révolution, d'où il vient, donc Genèse 3.15, donc du péché originel, en passant par toutes les grandes phases d'apostasie, donc de l'humanité qui a à certaines périodes donc rejeté la révélation tout simplement, hein, donc déjà dans la Genèse avec ce qu'on appelle la révélation primitive, puis ensuite avec toute la période de la révélation mosaïque, puis ensuite enfin l'accomplissement, n'est-ce pas, de la loi, donc avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis avec toutes les révolutions philosophiques, anthropologiques, spirituelles, politiques, etc., etc. Donc en gros c'était ça l'idée du livre, c'est pour ça que c'est un pavé de 500 pages, mais qui se lit quand même sympathiquement, parce que voilà, il y a plein d'illustrations. Bon, je sais, je devrais pas le vendre ici, puisque de toute façon il n'y en a plus. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'était un peu le but de ce livre, et forcément, j'essayais d'expliquer, par différents arguments, différents moyens, eh bien, comment est-ce qu'on en était arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société où, eh bien, maintenant, voilà, on a des reportages pour vous normaliser le transgendérisme, le transsexualisme, et en fait, il faut bien comprendre ce que c'est. Parce que ça s'adresse à qui comme public? Et le reportage l'a bien vu. Pourquoi est-ce que le reportage nous dit prétend que voilà, 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentent ni hommes ni femmes, etc. C'est parce que toute cette propagande, si vous regardez bien, si vous étudiez bien la chose, elle est surtout adressée en fait à cette catégorie de jeunes, voire plus jeunes. Hein. En fait, la propagande, elle commence bien plus tôt. On va le voir justement avec quelques exemples tout à fait probants et sourcés. Alors nous, on avait commenté juste un petit commentaire par rapport à cette émission, hein, sur Twitter. On avait dit « M6 lance une opération de propagande dégénérée afin de faire accepter le transsexualisme comme normal parmi la population française. Mais, après tout, une large partie de cette population française, justement, considère déjà l'avortement, l'homosexualité et le divorce comme des droits de l'homme et comme des acquis sociétaux. » Je renvoie notamment spéciale dédicace à Jordan Bardella, donc qui est apparemment, je crois, numéro 2 du RN, là, de ce fameux parti homosexuel. Et voilà, pour Bardella, lui aussi, voilà, le mariage gay, c'est un acquis de la société. Et voilà, même pour madame ou mademoiselle Maréchal ou Marion Maréchal Le Pen, qui elle aussi, je crois, l'été dernier, sur LCI, si je me souviens bien, c'était pas l'été dernier, c'était l'été 2019, avait déclaré qu'elle était tout à fait favorable au maintien, n'est-ce pas, de l'IVG, que c'était un droit acquis de la société. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes comme ça qui ne comprennent pas que ce qu'on voit aujourd'hui avec les transgenres et compagnie, ce n'est que l'aboutissement, si vous voulez, de tout ce qu'on a lâché avant. On a lâché sur l'avortement, l'homosexualisme, le divorce. Alors, dans l'ordre, plutôt le divorce, l'avortement et l'homosexualisme qui a été normalisé, puis ensuite, ça a commencé comme ça en fait. On normalise d'abord, on dit oh finalement c'est pas si grave. Donc voilà, phase de démoralisation de la société, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on applique, effectivement, des lois qui vont non plus normaliser ça, mais légiférer la chose, dire maintenant, ok, les PD, les dégénérés, les sodomites, que auparavant même les communistes des années 50 considéraient, à juste titre, comme des dégénérés, eh bien non, désormais, eh bien c'est quelque chose, c'est un comportement qu'il faut considérer comme tout à fait normal, et ces gens-là ont le droit de se marier, entre guillemets, bien sûr, et même d'adopter, donc d'avoir tous les droits en fait qui sont normalement afférents au couple marital naturel, et donc voilà, d'adopter des enfants, voire même de faire procréer des enfants en louant des ventres, donc c'est tout ce qu'on appelle GPA, PMA et compagnie, quoi. Donc voici un peu la course de la société européenne, occidentale, sur les 70 dernières années. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le mouvement... aujourd'hui, en fait, la réaction, si vous voulez, elle est essentiellement
focalisé sur des aspects, on va dire, identitaires, patriotiques, machin truc. Et donc vous avez les patriotes qui vont être plutôt, on va dire, des nationalistes civiques, et vous avez d'autres qui sont plutôt portés voilà, sur l'identité ethnique, machin truc. Bon, le problème c'est que, bizarrement, aucun de ces deux camps, enfin plutôt ces deux camps, en fait, on s'aperçoit que, que ces deux camps, en fait, ne comptent quasiment que des dégénérés. En général, ces mouvances-là n'en ont absolument rien à faire, si vous voulez, de la foi catholique, de la loi naturelle. Et comme par hasard, il n'y a que nous, les catholiques, finalement, qui avions averti de tout ça, de tout le déclin de la société longtemps avant. On pourrait citer le pape Pie XII, qui dans les années 50 disait la chose suivante, et je vais le citer tout de suite pour ne pas oublier plus tard. Il nous disait, donc ça c'est le pape Pie XII, dans Summi Pontificatus, en 1939, c'est l'un de ses premiers textes. Le temps actuel, vénérables frères, ajoutant aux déviations doctrinales du passé de nouvelles erreurs, les a poussés à des extrémités d'où ne pouvaient s'ensuivre qu'égarement et ruine. Et avant tout, il est certain que la racine profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle de moralité universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales, c'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli si répandu de nos jours de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu, Créateur tout-puissant et Père de tous, suprême et absolu législateur, omniscient et juste vengeur des actions humaines. Quand Dieu est renié, toute base de moralité s'en trouve ébranlée, et du coup, on voit s'étouffer, ou du moins s'affaiblir singulièrement la voix de la nature, qui enseigne même aux ignorants, même aux tribus, non encore arrivés à la civilisation, ce qui est bien et ce qui est mal, le licite et l'illicite, et fait sentir à chacun la responsabilité de ses actions devant un juge suprême. Or, la négation de la base fondamentale de la moralité eut en Europe sa racine originelle dans l'abandon de la doctrine du Christ, dont la chair de pierre est dépositaire et maîtresse. Fin de citation. Comprenez bien ce que le pape Pie XII est en train de dire. Il vous dit, en gros, ce qu'il nous dit, c'est si vous reniez la foi catholique et du coup la loi naturelle, eh bien ne vous étonnez pas que votre race, que votre nation décline jusqu'à tomber plus bas que même les tribus voilà, qui se baladent cul nu dans la forêt, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous étonnez pas, donc ne vous étonnez pas de ça, et donc tout ça pour dire aux jeunes qui vont regarder, et tous les jeunes qui lisent toutes ces bêtises, qui suivent tous ces mouvements débiles du genre Suavelos, je sais pas quoi d'autre, démocratie participative, toutes ces conneries-là. Je suis désolé de parler un petit peu crûment, mais il faut le dire vraiment. Laissez tomber tous ces trucs, ça ne sert à rien. Arrêtez de perdre votre temps, concentrez-vous, rejoignez le parti catholique. Voilà, tout simplement. Formez-vous à la doctrine catholique, devenez des catholiques solides, et vous deviendrez des vrais hommes, des vrais mecs et des vraies femmes, du coup, évidemment. Et là, vous aurez une chance, si c'est ça vraiment votre souci, vous aurez une chance justement d'élever vraiment votre race, votre sang, si vous voulez. Mais ce sera certainement pas si vous voulez, en suivant ces modèles dégénérés que la société que vous prétendez combattre, en fait, vous impose de toute manière. Alors, parce que je dis ça parce que récemment, en fait, je sais pas, il y a une espèce de, des petits trolls qui viennent de temps en temps sur Twitter, et qui semble voilà, s'être un peu moqué, on va dire, du Fidéposte, parce que, oui, évidemment, on est catholique, donc voilà. Et donc, du coup, leur truc, alors j'en ai vu un comme ça, j'ai regardé, et en fait, son truc à lui, c'était de dire que, ah, mais en fait, littéralement, hein, parce que c'est littéralement une synthèse, donc ce mec-là, qui apparemment était un jeune crétin, enfin, sans doute un mec de 16-17 ans, je sais pas. Mais en tout cas, son truc, c'était de dire, ouais, alors il mettait une vidéo comme ça, il retweetait une vidéo d'un espèce de LGBT dégénéré, là, une espèce de mec, un adolescent qui se prenait pour une fille, qui était sur TikTok ou je sais pas quoi. Et donc, en gros, le mec disait, ouais, s'il y avait, enfin, en gros, il disait, voilà, si on était dans un pays entièrement blanc, voilà, ce jeune transsexuel, il n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de problème à cohabiter, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez que, en fait, le problème, c'est que cet état d'esprit libertaire infiltre partout, notamment, et c'est ça qui est vraiment dommageable et pernicieux dans notre société, dans notre actualité, c'est que ça envahit vraiment
Et ça a beaucoup envahi ces 10 dernières années, notamment les milieux de droite nationale. Bon, des milieux d'ailleurs pour lesquels j'ai pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je parle de ces milieux-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais certains ont fait des meilleures enquêtes à leur sujet et ont montré que voilà, à quel point ces mouvances étaient dangereuses et à quel point elles menaient à des impasses et voire pire que ça encore à la débauche. Bon, bref, ça c'était mon petit rant, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Maintenant, nous allons un petit peu commenter un peu tout ce phénomène. Parce que si ça fait 10-15 ans qu'on voit que notamment ces mouvances nationales ou tous ces mouvements un petit peu ethno-séparatistes, je sais pas quoi, on voit qu'en fait ce sont des mouvements qui sont complètement dégénérés, complètement pédés, complètement, voilà, vous avez des lesbiennes dedans, vous avez des homosexuels notoires, des gens dont on apprend qu'ils voilà, ils font des partous, des trucs comme ça, qui sont censés être des gens voilà, qui sont ensuite présentés, n'est-ce pas, comme représentants de l'ordre moral ou je sais pas quoi par la presse. Bon, c'est vraiment pathétique, c'est vraiment ridicule. Mais voilà, enfin bref, on en a assez dit à leur sujet. Maintenant, on va commenter toute cette affaire et puis voir pourquoi. Donc depuis 10-15 ans, on voit que cette propagande a grandi dans la société en général, pas seulement dans ces milieux. Bon, je pense que c'est plutôt un phénomène de suivisme chez eux, mais dans la société en général, effectivement, on a tous remarqué que, eh bien, que depuis 10-15 ans, vraiment, notamment non seulement la propagande homosexuelle, mais à cette propagande homosexuelle a suivi très rapidement la propagande transgénériste. Pardon. Et en fait, l'un des points que je soulève dans mon livre, Mystère de la Révolution, c'est de dire que vous voyez qu'on est passé très rapidement du divorce à l'avortement, de l'avortement à la banalisation de l'homosexualité, de la banalisation de l'homosexualité au mariage gay, du mariage gay à l'adoption d'enfants par des couples invertis. Et on passe de ça à la propagande transsexuelle, d'abord pour les adultes, puis ensuite, tout d'un coup, ça arrive dans les écoles avec la théorie du genre, donc ça s'adresse aux enfants. Et la suite logique de tout ça, c'est quoi? Parce qu'en fait, c'est le transgénérisme, finalement, et on va le voir maintenant, c'est la sexualisation des enfants. C'est l'infusion dans l'esprit des enfants qu'ils peuvent faire des choix en matière de mœurs sexuelles. Qu'est-ce que c'est, selon vous, l'étape suivante dans la société dans laquelle on vit? C'est une forme ou une autre de légalisation ou de tolérance de la pédophilie. Et on va voir que d'une certaine manière, c'est déjà le cas. Donc voilà, maintenant on va commenter un petit peu ce livre ensemble. Voici ce que j'écris. Hors de la foi catholique, il n'existe pas un seul système religieux qui puisse être totalement conforme à la révélation, encore moins à la loi naturelle. Enfin, de même à la loi naturelle. Nous disons bien, pas un seul par définition. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle en Jean 15, 5 et nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». De là, il est clair qu'aucune réflexion philosophique, politique, sociologique, scientifique sérieuse ne saurait être entreprise sans risque en se posant en ennemi de la foi catholique. Nous l'avons dit, il semble que le monde actuel soit revenu à une forme de barbarie plus terrible encore que le paganisme antique. Et ça reprend, vous voyez, un petit peu les propos du pape Pie XII qu'on a lu juste tout à l'heure. Plus terrible, dans la mesure où les nouvelles technologies, ainsi que la propagande médiatique globale, permettent la diffusion démocratique des perversions à une échelle encore jamais vue. À ce titre, la propagande homosexualiste et transgénériste est un cas d'école. Notre constat est sans appel. Cette propagande en particulier, en plus d'avoir passablement contribué à la révolution anthropologique moderne et donc à la dégradation des forces vitales de l'être humain, s'attaque désormais à l'enfance, le dernier bastion de l'innocence. Dans la société chrétienne, la maturité sexuelle des jeunes gens a toujours été considérée comme potentiellement atteinte uniquement à partir de la fin définitive et certaine de la puberté. Ce qui pouvait être un âge compris entre 13, 14 ans, 16 ans, selon les cas, puisqu'en général, c'est à ce niveau-là que ça arrive. Ce qui ne veut pas dire, justement, il y avait une autre distinction, que la fin de la puberté biologique signifiait la fin, si vous voulez, de la puberté, on va dire, mentale, la fin de l'enfance, on va dire, intellectuellement parlant. Mais il faut bien comprendre que dans un système catholique, toute relation sexuelle hors du mariage est radicalement proscrite. Tandis que dans tous les autres systèmes, anciens ou modernes, les relations hors mariage, les relations de concubinage, les relations adultérines, ou les relations avec des prostituées sont tolérées d'une façon ou d'une autre.
On peut le voir dans l'islam, dans certains types de paganisme, dans le judaïsme talmudique, bref, dans plein de faux systèmes que j'ai décrits dans ce livre. Cette question du caractère sacré du mariage échappe totalement à la mentalité du monde présent, et ceci explique en grande partie l'impuissance morale des sociétés actuelles à combattre efficacement les déviances sexuelles, mais aussi idéologiques, qui sont franchement banalisées. Les sociétés post-révolutionnaires ont largement enclenché ce mouvement antimoral. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, figurez-vous que la prostitution enfantine... Écoutez bien ça c'est un truc de dingue. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la prostitution enfantine à Paris représentait 50% de l'activité. Et ça, c'était un fait qui était dû à la société post-révolutionnaire. Et à la société, on va le voir justement, même un peu avant, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Régime, avec pas mal de déviances qu'il y avait dans la société déjà à cette époque, qui explique d'ailleurs l'éruption en partie de la Révolution. Donc, jusqu'à la fin du 19e, la prostitution enfantine représentait près de 50% de l'activité, rien qu'à Paris. En fait, ce ne fut qu'à partir de la fin des années 1880, surtout à la suite des révélations du journaliste William Thomas Street, que des lois civiles sur l'âge du consentement furent mises en place. En effet, ce journaliste avait mis à jour un important réseau de vente de prostituées mineures. Le scandale fut tel que le gouvernement anglais dut rapidement durcir la législation sur l'âge du consentement. Parce que toute la question, en fait, elle est là. Hein. Ça, c'est aussi une question, il faudrait peut-être faire une émission là-dessus. C'est assez frappant aussi de voir les différences entre le système catholique qui est extrêmement, en fait, rationnel, en fait, de ce point de vue-là, et tout ce qui se passait dans un grand nombre d'autres systèmes, que ce soit des systèmes païens, ou islamiques, ou autres, ou talmudiques, ou dans la société post-révolutionnaire, où là, l'âge du consentement a été très tardivement, en fait, appliqué. C'est très intéressant à voir, et ça nous explique beaucoup aussi, sans doute, sur les mœurs des élites actuelles. Bon. Voilà. Mais en réalité, la société catholique avait depuis longtemps légiféré sur, justement, la question de l'âge du consentement. Par exemple, en Angleterre, catholique à l'époque, dans l'Angleterre du XIIIe siècle, les statuts de Westminster de 1275 instituaient l'âge du consentement à 12 ans minimum, donc en fait à l'âge de puberté qui était établi à l'époque. C'était là une distinction importante, puisque ces mêmes statuts, dans leur version révisée de 1285, prévoyaient la peine de mort ou la condamnation aux galères pour les individus se rendant coupables de viol, que ce soit sur des filles mineures ou pas. Prenons un exemple de l'époque. Le poète catholique anglais du XIIIe siècle, qui s'appelait donc John Gower, écrivait ceci. « Celui qui parcourt les prairies au jour de la Toussaint, à la recherche de fleurs parmi les herbes, n'est pas sain d'esprit. Mais j'en suis certain, encore plus malsain d'esprit est l'homme qui va chercher ce qu'il ne peut pas trouver chez une jeune enfant, chez une jeune vierge, en raison de l'état inadéquat de sa tendre enfance. Celui qui se livre à la luxure avec une telle enfant est contre nature et a un esprit mauvais. » Fin de citation. Donc ça, c'était l'état d'esprit tout simplement des catholiques à l'époque. Donc on n'était pas dans les... comme nous disent, hein, n'est-ce pas, certains gauchistes, hein, ce qui est quand même un comble. C'était pas du tout les temps obscurs, hein, le Moyen-Âge. Les gens étaient tout à fait... étaient sans doute plus raisonnables qu'aujourd'hui. Bon. En réalité, comme nous l'avons déjà dit, les actuels débats autour de l'âge du consentement risquent d'être inefficaces. Alors, je fais référence notamment au débat qu'il y a eu un peu en 2018, avec Chiappa, qui avait un peu... je sais plus, il y avait une histoire comme ça, il y avait un peu un débat. Donc, ces débats actuels autour de l'âge du consentement risquent d'être inefficaces si le paramètre moral et spirituel n'est pas pris en compte, puisque aujourd'hui la société refuse en fait la morale objective. D'ailleurs aussi à droite, hein, on le voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, à droite on refuse la loi naturelle et la morale objective. Le péril pédophile actuel ne peut pas être compris sans envisager les révolutions sexuelles qui ont successivement eu lieu dans la société occidentale post-révolutionnaire depuis la fin du XVIIIe siècle. Je dis depuis la fin du XVIIIe siècle parce que, voilà, si vous lisez des gens comme Zemmour ou des trucs un peu basiques, on va vous dire, oui, tout a commencé avec mai 68. Non, tout n'a pas commencé avec mai 68, tout a commencé avec 1789, voire bien avant. Enfin, voilà, comme je le dis souvent, on peut remonter à Genèse 3.15, mais voilà. Ce qu'on appelle le phénomène de la révolution des mœurs, en fait, c'est un processus qui prend lieu déjà, qui commence, je dirais, à la fin de la Renaissance, quelque chose comme ça. Donc le mai 68, c'est un peu la phase terminale, hein, c'est pas du tout le début. En réalité,
Or, nous l'avons vu, la moralité de la société de cette époque, donc du XVIIIe siècle, n'était déjà que la transposition plus assumée de dérives qui avaient eu lieu bien avant. Nous partageons cette analyse, par exemple, avec le fameux sociologue français, pourtant marxiste, Michel Clouscar, qui, dans son ouvrage L'être et le code, avait compris que le libertinage d'Ancien Régime, de la fin de l'Ancien Régime, de l'époque Louis XV, avec, vous savez, tous ces dégénérés qui étaient à la cour, notamment sous Louis XVI, des dégénérés du genre Philippe Égalité, n'est-ce pas, à qui nous devons vraiment un grand nombre de catastrophes, et qui était un dégénéré notoire, en plus d'être l'un des pontes, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie de l'époque. Donc voilà, Clouscar constate que le libertinage d'Ancien Régime avait donné naissance, ou du moins largement contribué, à la possibilité d'un renversement de l'ordre politique, social et moral. Démoralisation de la société. Rappelez-vous bien que ça, c'est un aspect essentiel de la révolution anthropologique, des tactiques, si vous voulez, des francs-maçons, des communistes, pour démoraliser, enfin pour foutre en l'air une société, c'est la démoralisation par laquelle il faut commencer. Démoraliser le peuple, la société en général, et là on peut vraiment manipuler la société et la faire chuter plus bas que terre. C'est ce qui se passe en continu aujourd'hui. De même, Clouscar sera l'un des rares auteurs de gauche à comprendre que le libertarisme moral de la révolution sexuelle de l'après-guerre, donc des années 50-60, n'était que l'expression sociétale du capitalisme néolibéral triomphant. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'articles de presse dernièrement qui nous disent, enfin qui présentent un petit peu l'année 2020, n'est-ce pas, vous savez, comme voilà, l'année de la crise absolue, Armageddon quasiment, et que du coup, on va revivre en quelque sorte, vous savez, les Roaring Twenties, quoi, les années folles comme on a eu dans les années 1920. Donc on nous annonce déjà ça, et ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que les années 2020, en gros, enfin si vous regardez les années 1920, ou 1930, pareil, si vous regardez par exemple la série Berlin, c'est tout à fait ça, c'est vraiment une société qui, parce qu'elle sort de la guerre, soi-disant, c'est comme ça que les sociologues l'expliquent, eh bien se livre vraiment à la débauche, pas seulement dans les mœurs, je veux dire comme ça, mais je veux dire aussi dans voilà, explosion de la famille, explosion des codes sociétaux, voilà, tout part en vrille. Et on nous promet un peu la même chose. Enfin, j'ai vu beaucoup d'articles de presse, voilà, essayer de pousser ce narrative-là, et on va voir que finalement, avec la victoire de Biden, Kamala Harris et compagnie, et la continuité de tous ces gouvernements dégénérés qu'on a en Europe, bon, c'est pas du tout, enfin c'est même probable que malheureusement on ait à subir ça. Bon, comme je le disais, bref, je digresse. Clouscar donc était l'un des rares auteurs de gauche à comprendre que le libertinage, enfin le libertarisme moral de la révolution sexuelle de l'après-guerre n'était que l'expression sociétale du capitalisme, que l'expression sociétale et l'application sociale, je dirais, du capitalisme néolibéral triomphant. Je dirais plutôt dire, oui, d'un capitalisme de connivence. Enfin bref, cette espèce de capitalisme peu naturel que nous avons maintenant depuis au moins le XIXe siècle. Malgré la pertinence de ces constats, notamment sur les conséquences de la fin du sérieux en politique, Clouscar, qui fut en somme l'anti-Foucault de son temps, et d'autres après lui, ne pouvaient guère rivaliser dialectiquement avec ce nouveau libéralisme transcendant subtilement les gauches et les droites gouvernementales et militantes des années 60-70. Je pense que c'est clair pour tous. Car le constat purement philosophique de cette révolution anthropologique, d'autant plus s'il utilise les outils de lecture du marxisme et de l'hégélianisme, est incomplet. Dédicace à nos amis d'ailleurs d'égalité et réconciliation, qui attaquent de temps en temps la Sainte Écriture, mais surtout qui prennent tout le temps pour modèle Marx, Hegel, comme si c'était, je sais pas, le parangon de la compréhension du monde. Bon, ils font une très très grave erreur et ils continueront de faire des erreurs tant qu'ils resteront dans ce logiciel. Donc cet appareil, cet outil de lecture, il lui manque en fait un appareil spirituel supérieur, qui ne peut que être celui de la tradition catholique, en bref. En bref, il est presque paradoxal de voir qu'au cours du XXe siècle, les législations dans le monde occidental et au-delà ont généralement élevé le niveau de l'âge de la majorité sexuelle en vue de protéger des enfants, surtout à partir en fait des années de la fin des années, enfin du début des années 80. On va voir pourquoi. Néanmoins, dans le même temps,
Dans le même temps, ces sociétés se sont passablement dégradées au niveau des mœurs, dépénalisant le divorce, enfin normalisant le divorce, l'homosexualité, légalisant les unions homosexuelles, promouvant l'enseignement de la théorie du genre et tolérant d'une manière générale la pornocratisation de l'espace public et notamment à l'attention de l'enfance. Selon l'essayiste et spécialiste du sujet Jeffrey Escoffier, la révolution sexuelle au XXe siècle fut essentiellement... Alors je rappelle que Jeffrey Escoffier, en fait, c'est un espèce de... Je sais pas si c'est un sociologue, mais c'est un militant homosexuel. Par contre, il fait des remarques très pertinentes, enfin assez honnêtes, assez objectivement correctes. Par exemple, il nous dit il nous dit qu'en fait la révolution sexuelle au XXe siècle fut essentiellement un énorme tournant dans le discours. La plus importante dimension de la révolution sexuelle des années 1960-1970 fut l'augmentation considérable de la liberté de parole sur des matières sexuelles, ce qui permit aux gens d'en parler sans complexe et ouvertement. Cela signifie donc davantage de pornographie, de blagues salaces, etc., etc. Bien sûr, tout ceci eut, dans les décennies suivantes, un impact sur les comportements. Cela a permis l'émergence d'un vaste champ de comportements et a permis de diminuer la honte que généraient des pratiques sexuelles non conventionnelles. Et là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que je disais un peu au début, et ce que je dis en gros dans ce livre, c'est vraiment l'analyse de la révolution anthropologique. L'aspect de la révolution, d'ailleurs, qui n'est presque jamais étudié. C'est d'ailleurs de comprendre comment est-ce que on transforme vraiment, comment on démoralise en fait les sociétés, surtout une société chrétienne, voire même plus ou moins post-chrétienne. Déjà, il y avait beaucoup d'apostats, fin du 19e, début du 20e siècle, à cause des révolutions qu'il y avait eu avant, mais même ces gens-là avaient encore un petit peu des mœurs naturelles, des mœurs chrétiennes, presque de façon inconsciente. On voit même, comme je le disais tout à l'heure, chez les communistes des années 50, pour eux, l'homosexualité, c'était vraiment une tare très grave. C'était inacceptable d'avoir des homosexuels dans le parti. On purgeait les homosexuels dans le parti communiste dans les années 50. Quelques décennies plus tard, ce qui reste, les héritiers, on va dire, du communisme, c'est quoi ? Ce sont des homosexuels notoires qui promeuvent au contraire l'homosexualité partout dans la société. Et donc, ça nous montre à quel point les choses ont rapidement changé et à quel point, justement, pour les gens, justement, tous ces libéraux, libertaires, toute cette droite libertaire, vous savez, qui est à fond pour la liberté d'expression, il faut la liberté d'expression pour tous, vous voyez ce que ça fait, la liberté d'expression. Je dis bien la liberté d'expression prise comme un absolu, comme si c'était le nec plus ultra de la conscience humaine. Quand vous ne comprenez pas justement la hiérarchie des choses, eh bien vous voyez ce que ça donne, la liberté d'expression, ça donne des sociétés qui finalement se disent on peut parler en fait de choses extrêmement graves à table avec nos parents, etc. Et tout ça c'est cool, il n'y a aucun problème. Et ben voilà ce que ça donne, quoi. D'ailleurs, ça me fait aussi penser, on peut aussi continuer justement sur cette réflexion et se dire que, et je vais peut-être en venir plus tard, mais je vais le dire maintenant, sinon je vais encore oublier. Quand on parle, parce qu'on va venir, bien sûr, à la sexualisation des enfants, de l'enfance, etc., de l'innocence en fait. Vous considérez bien que finalement, aujourd'hui, on pense que oui, la pédophilie, c'est pas encore, il n'y a pas encore de légalisation de la pédophilie, il faut arrêter de délirer, ok. Et moi, je dis, considérez la chose avec ce genre de mentalité, justement, dont parle Jeffrey Escoffier. Est-ce qu'on n'est pas arrivé très rapidement, notamment dans ma génération, je veux dire, ça c'était la génération des millennials, et encore plus maintenant, je pense, mais voilà, toute la génération, on va dire, née entre la fin des années 80, début des années 80, enfin, toutes les années 90, donc génération millennial, eh bien, c'est la génération qui a vraiment été, je dirais, la première à connaître la normalisation, si vous voulez, des petits copains, les petites copines. Et ça, c'est quand même un truc qui a vachement contribué, justement, à la banalisation de la sexualisation de l'enfance. Enfin, de l'enfance, ou en tout cas des pré-ados, des adolescents à peine pubères, des trucs comme ça, quoi. Bon, on va y revenir. J'espère ne pas l'oublier. Bon. En tout cas, nous sommes de l'avis d'Escoffier lorsqu'il démontre que la révolution morale des années 60 ne fut que l'étape d'une trame qu'il fait remonter au moins à la société occidentale des années 1820. Bien qu'étant lui-même un militant homosexualiste, comme je le disais, il a l'avantage d'être relativement factuel et de remarquer en outre, je cite, que les médias de masse
Et la démocratisation technologique, dans les années 20 ou 60, n'explique pas nécessairement les changements dans les comportements sexuels, mais ils ont mis en place certaines conditions qui ont facilité la chose. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux qu'on a eus, notamment les réseaux sociaux, vous savez, un peu de type Gliden, il y a quoi encore, truc là, adopte un mec, ou je sais pas, des trucs comme ça, vous savez, enfin, voilà, toutes ces machins, toutes ces applications de rencontres, en fait, de flirt, hein, voilà. Tout ça, c'est aussi des vecteurs. C'est pas la technologie qu'il faut attaquer directement, mais il faut plutôt considérer que ça a été utilisé justement à très mauvais escient. Bon. Et il est évident que les forces publiques ou privées qui dès lors contrôlèrent l'essentiel de ces forces technologiques nouvelles ne les mirent pas au service du bien commun, de la loi naturelle, encore moins de la religion catholique, mais au service du marché, du divertissement et de la luxure. Parmi ces changements, remarqués par Escoffier, se trouve également une rupture sensible entre les modes traditionnels de rencontre entre hommes et femmes. C'est ce que je disais. Jusque-là, dans l'Occident chrétien, même post-révolutionnaire, et même dans les foyers non chrétiens, les rencontres entre un homme et une femme étaient généralement encadrées par les deux familles. Au moins celle de la femme. En somme, le dating, le flirt, tout ça, c'était une chose quasiment étrangère à l'ordre des choses, et c'était considéré, à juste titre, comme une débauche potentielle. Si un homme et une femme voulaient se marier, les rencontres se déroulaient sous l'œil attentif des parents, et la rencontre se soldait soit par le mariage, soit par la fin de la relation. Selon Escoffier, la pratique du dating et du flirt se démocratisa principalement à la fin du XIXe siècle, dans quelques grandes villes européennes, et notamment aux États-Unis, forcément temple du libéralisme. Ces détails apparaissent comme négligeables et même ridicules pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de gens, voilà, pour eux, c'est pas grave tout ça. Des personnes qui ont encore la conscience d'esprit de s'inquiéter de la prédation pédophile, mais qui, dans le même temps, ne voient aucun mal, c'est ce que je disais à l'instant, ne voient aucun mal à ce que leurs enfants, dès 11-12 ans, aient des petits copains, des petites copines. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé ça bizarre, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout depuis l'année dernière, depuis l'année 2020, avec tout ce confinement, tout ce qui s'est passé avec les affaires Epstein. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont un peu réveillés de choses que nous, bon, on connaissait depuis des années, qu'on nous traitait de complotistes, machin truc, bon. Bon, aujourd'hui, il y a plein de gens, et c'est une bonne chose, en France ou ailleurs en Occident, qui ont compris, voilà, qui ont découvert pas mal de choses, qui ont découvert qu'effectivement, il y avait des réseaux pédosataniques, qu'effectivement, que nos politiciens n'étaient pas des gens très très sympas, ni très capables, ni très intéressés par notre bien. Voilà, donc beaucoup de gens étaient un petit peu red-pilled ces derniers mois, mais beaucoup de gens, en fait, sont encore complètement sous l'esprit libéral, libertaire. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut... c'est pour ça qu'il faut diffuser ce genre de vidéos, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer. Et on ne peut pas, c'est là où je voulais en venir, on ne peut pas dire que, oui, on s'inquiète pour la prédation pédophile, on s'inquiète pour la sexualisation des enfants. On ne peut pas faire tout ça, tout dans le même temps, normaliser, banaliser l'homosexualité, banaliser, on va dire, tous les comportements antinaturels qu'on a vus, relativiser tout ça, dire que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Non, on ne peut pas dire ça. Et on ne peut surtout pas non plus déplorer la sexualisation de l'enfance, tout ça, alors qu'en même temps, on considère que c'est normal que les enfants, justement, ou en tout cas les très très jeunes adolescents, voire pré-ados, hein, du genre entre 10 et 12 ans, on va dire, on ne peut pas tolérer que à cet âge-là, on laisse les gamins, au collège notamment, avoir des petites copines, et pareil d'ailleurs à 14 ans, 16 ans, 18 ans, enfin toute cette culture du flirt, etc., est complètement normalisée. J'ai plein de parents aujourd'hui, pour eux c'est tout à fait normal, voire c'est encouragé que leurs enfants, eh bien, une fois qu'ils sont au collège, qu'ils ont 14-15 ans, et ouais, est-ce que t'as une petite copine, t'as un petit copain, machin, c'est tout à fait normal, on les invite à la maison, ils dorment à la maison, bon, je dis pas, moi j'ai connu ça, hein, mais je veux dire, avec le recul, quand je suis revenu vers la foi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue en fait. Parce que c'est vraiment je pense que ça a vraiment commencé avec notre génération. Ça me semblait inconcevable avant, même dans la génération, je veux dire, de nos parents, je pense que c'était quelque chose qui était encore totalement inconcevable, en tout cas dans une famille comme la mienne, qui était quand même encore catholique.
Mais je dirais même dans des familles non catholiques, je pense que c'était, on pouvait pas se dire, ouais, je ramène n'importe quel type ou meuf ramassé dans la cour de récré à la maison, puis les parents. Aujourd'hui, c'est ça, on les ramène à table et puis ils sont là. Et puis les parents trouvent ça très bien, trouvent très cool, c'est tout à fait normal. Et ça vous dit à quel point. Enfin, je veux dire, c'est je dis ça maintenant parce que j'ai réalisé ces choses, heureusement à temps, mais je me dis, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même dingue. Enfin, moi, ça me stupéfie. Et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'on peut pas vraiment critiquer, si vous voulez, la sexualisation de l'enfance, ou des adolescents, si on veut, bon, surtout de l'enfance, tout en étant extrêmement libéral sur toutes ces choses-là. Je pense que c'est un très bon exemple, si vous voulez, pour réveiller pas mal de gens, j'espère, justement pour ôter cet esprit libertaire chez les gens, quoi. Surtout chez les gens qui sont déjà éveillés sur d'autres choses. Voilà, bon. Je continue. Mais il faut dire que de génération en génération, spécialement depuis l'après-guerre mondiale, le mariage chrétien, ou même le mariage naturel, civil, ont été abandonnés par le plus grand nombre de personnes, à tel point que le divorce, le concubinage, les unions civiles, y compris entre invertis, sont devenus la norme, plutôt que l'exception. De là, les valeurs familiales traditionnelles ont été pulvérisées au profit de modèles alternatifs, nouveaux et présentés comme progressistes, alors qu'ils sont un retour au système inique de certaines sociétés païennes, les pires sociétés païennes possibles. Évidemment, à la dégradation de la nature humaine. Et cette révolution anthropologique est encore plus grave lorsqu'elle affecte très tôt l'enfant. Nous l'avons vu dans l'introduction, les pionniers de l'éducation sexuelle et des théories de l'identité de genre, dans l'après-guerre, furent eux-mêmes des homosexuels ou des militants de la cause homosexuelle. On peut penser notamment à l'horrible Alfred Kinsey. Kinsey, je ne sais plus. En effet, la justification de l'homosexualisme se fonde principalement sur une corruption de la notion d'amour et de liberté. C'est ce que je disais au début de cette vidéo. Donc, comme je le disais, effectivement, la justification de l'homosexualisme se fonde principalement, et de l'homosexualisme et de toutes les déviances, en fait, se fonde principalement, en fait, sur une corruption des notions d'amour et de liberté. C'est exactement ce qu'on a vu, d'ailleurs, dans la vidéo, là, avec la vidéo de M6. Ces notions ayant été corrompues, toute attraction sensuelle désordonnée est dès lors présentée comme un droit fondamental de l'être humain. C'est toujours la bêtise, ma liberté s'arrête là où la vôtre commence, blablabla, mais bon, en fait, tout ça c'est pour justifier beaucoup de choses. Bon. De telles abominations ne purent surgir que dans des sociétés qui avaient complètement renoncé à la foi chrétienne et à la loi naturelle. Le mariage n'étant plus perçu que comme l'acte contractuel d'une pulsion affective temporaire, plus ou moins durable, et révocable sous le prétexte de la moindre pulsion contraire, l'amour libre, entre guillemets, donc c'est l'amour libre qui a été très promu dans le mouvement hippie, eh bien l'amour libre devait fatalement être accepté comme la pulsion affective, la norme de la pulsion affective d'individus consentants. Or, le consentement libre aux actes homosexuels ne peut pas oblitérer le caractère criminel et antinaturel de ces actes. Effectivement, l'argument voilà, ma liberté s'arrête là où celle de mon prochain commence, ou je sais pas quoi, qui est utilisé, on va dire, par les libéraux, les libertaires en général, eh bien, c'est un peu une fallacie, c'est un peu un espèce de mensonge à demi-mot, parce que c'est pas parce que on consent librement à faire le mal qu'on a le droit de faire le mal. Bon, ça devrait être évident, mais voilà. Bon, bref. En quelques décennies, ou plutôt en quelques années, on est donc passé du libre divorce et de l'amour libre à la banalisation de l'homosexualisme et à son exaltation sociétale et politique. Donc là, on peut aussi se remercier, n'est-ce pas, toute cette droite des années 70, hein, tous les gens qui ont élu Giscard, voilà, qui était censé être le mec de droite jeune qui allait moderniser la France. Et voilà, c'est à lui que nous devons un grand nombre de ces choses. Enfin, c'est lui qui a initié le mouvement, hein, avortement,
Alors divorce, je crois que c'est encore... Oui, divorce, il a aussi... je sais plus il avait encore libéralisé un truc au niveau du divorce. Bon, sans parler de l'immigration, tout ça, voilà. Tout ça, c'est les années Giscard. Bon, sans parler de la monnaie, tout ça, bon. On connaît tout ça. Les milieux intellectuels libertaires des années 70 prônaient ainsi, logiquement, l'abrogation, toujours selon ce même principe, hein, de libre consentement. Si les adultes peuvent consentir librement, et si les enfants peuvent consentir librement à un certain nombre de choses, eh bien pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas consentir, effectivement, à des actes sexuels? C'est exactement l'idée, si vous voulez, des milieux intellectuels libertaires des années 70, qui prônait donc l'abrogation des lois concernant l'âge minimal de consentement sexuel chez les enfants, dans une logique analogue à celle de la défense des droits homosexuels. En gros, si la société et les lois dépénalisent complètement le libertinage des hommes et des femmes, il apparaissait logique, effectivement, que ces lois s'appliquent pour tous les types d'amour, entre guillemets, homosexuels ou pédophiles. Ainsi, par exemple, l'auteur catholique Lorenzo Bertocci, dans une entrevue, déclare tout à fait correctement que au cœur du problème de la culture qui promeut donc la pédophilie se trouve la culture sexuelle qui, notamment depuis 1968, promeut une révolution visant à abolir les tabous. La diffusion de la pornographie, qui est en quelque sorte sert d'étendard à cette révolution, est telle que chacun peut en être affecté. La mentalité dominante aujourd'hui est une mentalité qui justifie les unions sexuelles de toutes sortes. Cette mentalité provient de la pensée d'auteurs comme Sade, Freud, Fromm, Reich, Marcuse, que nous pourrions décrire comme des prophètes de l'exaltation donc de la débauche. Cette culture est toujours présente aujourd'hui. En témoigne le cas du parti pro-pédophile en Hollande, qui a été récemment dissous, non pas pour des questions légales, mais en raison d'un manque de signatures. Fin de citation. Certes, les affaires criminelles, ça c'est mon avis, ça c'est vraiment mon avis, les affaires criminelles retentissantes des années 80 ou 90, qui ont mis à jour de gigantesques réseaux de prostitution infantile, voilà, affaire du trou, affaire, je sais pas comment quel autre, fournirait, des trucs comme ça, voilà. Eh bien, moi c'est mon avis, je pense que ces affaires-là ont permis de délayer l'offensive pédophile abolitionniste qui avait cours à l'époque, hein, je rappelle. Alors là, j'ai pas forcément les citations dans ce passage-là, mais au début du livre, je mets le fameux passage, vous savez, de ce manifeste il y avait une 70 à peu près écrivains intellectuels, n'est-ce pas, français, hein, parmi lesquels vous aviez Sartre, Simone de Beauvoir, je crois que je sais plus s'il y avait Kouchner aussi, il y avait Matzneff, bref, toute la clique, voilà, qui a été exaltée, voilà, comme des super... nos grands intellectuels français modernes, certains d'entre eux ont des noms de rues, enfin des rues à leur nom maintenant. Bien, tous ces gens-là avaient signé en 73, je crois, ou quelque chose comme ça, 74, une pétition pour demander effectivement la légalisation en fait de la pédophilie, tout simplement, de reconnaître que les enfants peuvent consentir, on va dire, librement à des actes sexuels, avec des adultes ou pas d'ailleurs. Et il faut savoir que ça avait été diffusé, je crois, dans Le Monde. Je sais, dans Libération, possiblement aussi, et ça avait été même diffusé à la radio d'État, enfin, je sais plus si c'était France Inter ou un truc comme ça. Voilà, c'était le discours de l'époque. Alors, on nous dit, oui, mais... Enfin, ces journaux qui existent toujours aujourd'hui nous disent, oui, mais c'était l'époque, vous savez, les choses n'étaient pas pareilles à l'époque. Ouais, bon... Bref, en tout cas, finalement, ce qui s'est passé, je pense, moi, que les affaires de pédocriminalité, Fourniret et compagnie, surtout les années 80-90, ça a tellement énervé et enragé une grande partie de la population, à juste titre, que finalement, les militants de ce genre de mouvement et de ces intellectuels ont été, enfin, surtout les militants plutôt, hein, ont été généralement ostracisés, même parmi au sein de certains mouvements homosexuels. Pas tous, mais certains, voilà. Ou en tout cas ont été contraints de demeurer silencieux, donc face à une opinion publique naturellement hostile. Mais, et c'est par là où on va en finir, mais dans les années 2000, et surtout dans les années 2010, cette tendance s'est inversée à nouveau, principalement à la faveur d'une exposition toujours plus précoce des enfants à la sexualité,
et aussi grâce au caractère agglutinant du mouvement homosexuel et du gauchisme en général, dont le transgenderisme est désormais le nouveau cheval de bataille. L'opinion publique libérale et pro-LGBT ignorera ou niera cette tendance, mais les faits sont là, et ils sont abondants, nous avons toutes les preuves. Peu de temps après les vagues de légalisation des mariages homosexuels et du droit à l'adoption pour de tels couples, ces droits ayant été acquis, eh bien, on vit immédiatement suivre la conséquence logique, à savoir la question de l'identité sexuelle des enfants. Et donc, de leur capacité à consentir à une identité de genre ou une autre. Ce qui est déjà un consentement, en fait, sexuel en soi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que moi, l'un de mes points, l'un de mes arguments dans ce livre, c'est de dire que le transgenderisme mène logiquement, mécaniquement, en fait, à une forme d'acceptation, si vous voulez, de légitimation de la pédophilie, quoi. Et comme je le disais, finalement, la pédophilie, je dirais qu'elle est presque actée. Parce que les gens ont vraiment le cerveau un petit peu... je vais juste me mettre un marque-page. Voilà. Les gens ont un peu vraiment l'esprit retourné. Récemment, je voyais, vous savez, c'était quoi? C'était au début de l'année ou l'année dernière, il y avait eu cette fameuse affaire, vous savez, avec The Kairi 78, qui a reçu un énorme backlash, qui a été traité de pédophile, je sais pas quoi, parce qu'il était, je sais pas, il doit avoir une trentaine d'années, enfin, il doit avoir 30 ans, quelque chose comme ça, je sais pas. Et en fait, il sortait, depuis un certain temps, il était apparemment très amoureux, et il sortait avec une meuf de, je sais pas, 17 ans peut-être. Et les gens ont dit, ouais, non, c'est incroyable, The Kairi 78, c'est un pédophile, c'est horrible, machin. Et je fais, mais c'est incroyable. Donc là, vous avez un mec qui a 30 ans, qui sort avec une meuf de 17 ans, donc qui est largement après la puberté, bon, qui apparemment est quand même... bon, c'est pas encore une adulte civile, mais voilà, c'est quand même une jeune fille qu'on considérait dans une société chrétienne il y a encore quelques temps comme, bon, bientôt prête à marier. Alors certes, c'est peut-être un peu tôt, bon... Le problème que moi je voyais surtout là-dedans, c'était plutôt que, en fait, là, on a affaire à des gens qui sont pas mariés, en fait. Moi, c'est plutôt ça qui me choquait, qui m'interpellait. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une réaction extrême. Je veux dire, c'est pas comme si la meuf avait 12 ans ou même 13 ans, vous voyez, je veux dire... Et c'est bizarre parce que cette même population qui a attaqué The Kairi, eh bien, c'est un peu la même population, si vous voulez, qui est justement... qui est la cible un peu de cette propagande LGBT, machin truc. Et c'est cette même population qui, en même temps, donc va considérer comme tout à fait scandaleux le fait que The Kairi sorte avec une meuf de 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Mais par contre, c'est tout à fait normal que des meufs de 16 ans, 15 ans, voire 13 ans, deviennent des transgenres, ou des gars de cet âge-là deviennent des transgenres, peu importe, et que donc ils aient en fait, oui, vraiment des pratiques sexuelles. Parce qu'en fait, c'est ça, quand vous regardez un petit peu, quand vous analysez un petit peu toute cette catégorie sociale, et on en parlait justement dernièrement avec Yannick, je lui avais partagé Yannick de Radio Regina, je lui avais partagé justement cette vidéo de M6, en lui disant, tiens, regarde ça, on dirait maintenant on nous balance une propagande vraiment pour influencer ça. Et il me disait, mais effectivement, quand tu regardes bien, notamment tout ce qui est sur Twitter, tous ces comptes de jeunes qui ont, quand je dis jeunes, je parle de gens qui ont entre 12, voire peut-être même avant, même 11 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, et qui sont complètement LGBTisés, quoi, complètement LGBTisés. Vous regardez sur TikTok, vous voyez, je sais pas combien de gamins, mais vraiment, enfin de gamins de cet âge-là, qui sont en mode transgender, qui sont en mode... et en fait, le truc, c'est que quand vous regardez le transgenderisme, ce qui est paradoxal, parce que les transgenders et tous ces non-binaires, tous ces gens, enfin tous ces tarés, en fait, SJW et compagnie, sont contre les stéréotypes de genre, machin truc, mais il n'y a jamais, j'ai jamais vu quelque chose de plus stéréotypé en termes de genre que un transgender, enfin un transsexuel. C'est-à-dire que vous allez voir un gamin qui est un mec, par exemple, un jeune garçon, qui, pour une raison ou une autre, on ne sait pas pourquoi, ce qui lui a pris tout d'un coup, il se prend pour une fille, ou il se prend pour une furry, vous savez, enfin bref. Il y a tellement de... Voilà, c'est tellement ahurissant qu'on n'a plus les mots, mais bref.
Donc il se prend, mettons qu'il se prend pour une fille, et donc en fait il va vraiment exagérer, si vous voulez, la sexualisation, enfin la stéréotypise, il va vraiment exagérer le stéréotype sexuel, enfin de genre, n'est-ce pas, d'une fille. Donc il va se mettre avec des crop tops, il va se mettre avec, je sais pas, des mini-jupes, avec des trucs vachement moulants, des trucs, enfin c'est incroyable, des perruques roses, des trucs comme ça. Donc c'est bien, je veux juste vous faire comprendre que le transgenderisme implique mécaniquement en fait une sexualisation extrême des enfants. Extrême. Et c'est pour ça que je dis effectivement, c'est le vecteur par lequel, euh, si on doit arriver bientôt à une espèce de banalisation de la pédophilie, ça va venir par là. Et je le répète encore une fois, en fait c'est déjà quasiment le cas. C'est déjà quasiment le cas. Sauf que pour l'instant c'est très hypocrite parce que tous ces mouvements gauchistes nous disent mais non c'est faux, voilà c'est un complot, machin truc, mais en fait quand vous regardez bien les faits, bah justement, on va voir un peu les faits. On va voir les faits, justement. Je vais vous les citer, puisqu'ils sont juste là. Euh, Dans certains pays occidentaux, notamment dans certains États américains, les militants du mouvement LGBT invitent des transsexuels et des drag queens dans les écoles et dans les bibliothèques enfantines pour raconter des histoires. Cette tendance est surtout développée à partir de l'année 2017 dans le cadre d'une initiative nommée Drag Queen Story Hour et financée par le Delta Lambda Phi, une fraternité universitaire homosexuelle fondée en 1986 dans la prestigieuse université de Georgetown. L'initiative elle-même fut créée en 2015 par une certaine Michelle T, Michelle Tomasic de son vrai nom, une militante radicale de la cause féministe et de l'identité de genre. Auteur à succès, on se demande qui achète ces trucs-là, et également fondatrice de l'agence de production Radar. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas une petite écrivaine, n'est-ce pas, opprimée et précaire, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de la bonne société. Selon le site du Drag Queen Story Hour, cette initiative vise à sublimer, je cite, sublimer l'imagination et à jouer avec la fluidité de genre de l'enfance en donnant aux enfants des exemples positifs, glamour et résolument queer. Ces sessions permettent aux enfants de rencontrer des personnes qui défient les visions rigides de l'identité sexuelle et leur permettent d'imaginer un monde dans lequel les gens peuvent se présenter comme ils veulent. Voilà, c'est toujours la même chose, venez comme vous voulez. C'est à la fois un slogan gauchiste, c'est à la fois un slogan ultra-capitaliste, hein, c'est le slogan McDo, venez comme vous êtes. Donc vous êtes un... Voilà, c'est la liberté de chacun, et puis il faut... On en revient à la vidéo, encore une fois, hein, parfait résumé dans la vidéo de M6. Je fais ce qu'il me plaît, venez comme vous êtes, voilà. Et en même temps, il faut casser les codes, n'est-ce pas, de cette société qui nous opprime, ou je sais pas quoi. Comme si la société a encore actuellement opprimé tous ces dégénérés. Au contraire... il les promeut, il les finance, il y a coût de milliards. Je ne sais pas si j'ai le texte là, mais le financement de toutes ces organisations, la source de l'argent, c'est aussi très intéressant. Ce sont Amazon, ce sont Bank of America, c'est Morgan Stanley, enfin bref, c'est la haute finance qui finance tous ces trucs-là. Ce sont des grands milliardaires, notamment du secteur de la tech souvent, qui financent toute cette opération de démoralisation, hein. De même d'ailleurs que ce sont aussi des grands capitalistes de Wall Street qui ont financé la révolution bolchevique. Bon. Donc voici un petit peu, enfin je suis encore vraiment scotché, et pourtant j'ai lu et relu ce texte plusieurs fois, mais je suis scotché en fait par cette description, donc voici l'objectif, hein, de ces Drag Queen Story Hour, c'est vraiment de jouer avec la fluidité de genre de l'enfance. Comme je vous le disais, ça, traduisez ça bien, comprenez bien ça. En gros, c'est juste sexualiser votre enfant, tout simplement. Ok. Comme en témoigne le site internet du Drag Queen Story Hour, cette initiative connaît un succès assez certain, puisque des dizaines de chapitres ont été établis principalement dans des grandes villes américaines, mais aussi à Berlin ou encore à Tokyo. De même, on trouve sur leur site une considérable revue de presse, où des grands médias mainstream tels que le New York Times, le Guardian, Associated Press, NBC News ou le LA Weekly présentent l'initiative sous un jour extrêmement positif. C'est super, c'est tous ces drag queens déguisés en démons qui viennent
je sais pas, lire des histoires à vos enfants de 2 ou 3 ans, c'est super. Selon ces grands médias mainstream qui ensuite vont vous traiter de nazis ou je sais pas quoi, si vous êtes un tant soit peu attaché à votre pays. Bon. Ces initiatives ne se limitent pas seulement à de simples lectures destinées à endoctriner les enfants dès le plus jeune âge avec des abominations sans nom. Les transsexuels s'y livrent également à des spectacles dégénérés innommables, comme ce fut le cas par exemple à la librairie publique d'Ames, donc c'est dans l'Iowa, pardon, où des drag queens procédèrent à des danses lascives et grotesques devant un public d'enfants accompagnés de leurs parents irresponsables. Alors, c'est des vidéos, je pense, qui datent de 2018. Évidemment, je ne mets pas ces vidéos dans le livre, enfin, je ne mets pas de capture dans le livre ni dans cette vidéo, mais c'est quand même dingue. Vous voyez ces vidéos, vous voyez toutes ces espèces de dégénérés qui sont en train de... Ouais, il faut bien voir ce que c'est un drag queen, hein. Ce sont des espèces de gros bonhommes dégueulasses, tout poilus, déguisés en espèces en stripteaseuses, et puis ils vous lisent, ils lisent l'histoire aux gamins, puis tout d'un coup ils se mettent à vous faire une espèce de danse, voilà, comme s'ils étaient en boîte de nuit, enfin, vous savez, pole dance ou je sais pas quoi, enfin, ils vous sortent une danse incroyable, hein, ils vous font du twerk et tout, devant les enfants qui sont juste là, et qui sont, ok, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez les parents qui sont là, ah, c'est intéressant, c'est hallucinant, hallucinant, on retire dans certains pays, que ce soit, et ça j'en parle aussi dans le livre, on a retiré leurs enfants à des parents chrétiens, en Australie, aux États-Unis, j'ai vu ça aussi en Allemagne, des parents chrétiens qui refusaient justement que leur enfant, qui tombait justement dans ce genre de propagande et qui voulait changer de sexe pour je sais pas quelle raison, donc les parents refusaient. J'ai vu des procès où les juges ont retiré la garde, la responsabilité civile des parents vis-à-vis de ces enfants-là, parce que au titre de la haine anti-homosexuelle, enfin je sais pas quel truc. Alors que, enfin c'est incroyable, le monde tout est retourné, alors que ça devrait être ce genre de parents qui emmènent leurs enfants dans ces Drag Queen Story Hour, ce sont ces parents-là à qui on devrait retirer les enfants. Ou en tout cas on devrait les mettre dans des camps de rééducation avec des exercices de Saint-Ignace à longueur de journée. Bon, bref. Certains des enfants furent par exemple filmés en train de récompenser les danseurs par des pourboires, à la manière des voyeurs qu'on trouve dans les clubs de striptease. Selon l'enquête de LifeSite News, cette librairie publique organise également un camp d'été visant à apprendre aux enfants dès l'âge de 12 ans l'art du travestissement et des drag queens, comme si c'était un art, avec l'intention de soutenir les enfants transgenres et de combattre contre le suicide et le harcèlement. C'est vrai que bien sûr, c'est tout à fait, enfin je veux dire, encore une fois, voilà, il faut pas, c'est pas question d'avoir une haine contre ces personnes. Au contraire, moi j'ai de la pitié. Ce sont des gens qui sont manipulés par le démon ou par des gens qui sont très néfastes. Mais à un moment donné, je veux dire, quand vous avez des comportements complètement antinaturels, qui apparaissent antinaturels naturellement aux hommes, aux gens qui sont encore naturellement constitués, notamment aux enfants, il ne faut pas s'étonner que vous allez subir du harcèlement. Surtout que ce harcèlement, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt si vous êtes anti-LGBT, machin truc, oui, là, vous allez vous faire harceler comme il faut. Et par rapport au suicide, je suis désolé, moi, il me semble plutôt que les enfants qui tombent dans ce genre de délire, justement, ils y tombent parce que il y a quelque chose qui cloche, enfin chez eux, quoi. Psychologiquement, ils sont pas stables. Donc, clairement, les faire devenir transgenres ou dégénérés comme ça va sûrement pas les aider à combattre le suicide. Au contraire, je crois qu'il y a eu des études pour démontrer que le taux de suicide dans ce genre de population est assez élevé. Bref. Voilà, alors certes, les parents sont libres de ne pas faire participer leurs enfants à ces événements, mais le fait que ces événements prennent place dans des librairies publiques, ainsi que dans des écoles, privées ou pas, en dit long sur l'état d'esprit des municipalités qui permettent que la direction d'établissements publics soit confiée à des militants homosexualistes radicaux. De même, la propagation de ces initiatives et le fait qu'un public assez considérable s'y présente en dit long sur l'état d'esprit général des parents qui y emmènent leurs enfants. Bon, c'est ce que je disais. D'un autre côté, les Gay Pride, qui ont lieu désormais chaque année, sauf cette année, Dieu merci, en 2020,
Merci, Dieu merci, merci Corona-chan. Voilà, on a échappé à ça. Parce que l'édition 2019 a été particulièrement carabinée. Ou 2018, je sais. Bref, de toute façon, il n'y a pas de pire année ou pas. Mais il faut savoir que voilà, dans les Gay Pride, eh bien, apparemment maintenant c'est cool d'emmener ses enfants. Donc les Gay Pride, ça a généralement lieu au début du mois de juin, comme par hasard c'est le mois normalement du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça a lieu au début du mois de juin dans toutes les grandes villes d'Europe. C'est un grand événement, n'est-ce pas, qui est soutenu par toutes les mairies. C'est vraiment génial. C'est génial d'avoir des chars de dégénérés qui traversent la ville comme ça. C'est vraiment un symbole, n'est-ce pas, d'exaltation, vraiment de la puissance de notre civilisation et de la force de notre sang, de notre race, n'est-ce pas. C'est la culture, c'est la civilisation occidentale, hein, n'est-ce pas. Pour certains, c'est ça, hein, je veux dire, certains, même y compris des imbéciles soi-disant de droite, pensent réellement ça, hein. Pensent que cette liberté-là, n'est-ce pas, c'est la culture, c'est la civilisation occidentale. Et que c'est supérieur, n'est-ce pas. Donc on trouve dans ces Gay Pride donc la présence décomplexée de parents, homosexuels ou pas d'ailleurs, hein, juste des crétins libéraux qui viennent. Ah, c'est cool d'aller à la Gay Pride, c'est comme s'ils allaient en randonnée dans la montagne, quoi. Et ils y viennent accompagner leurs enfants, lesquels sont évidemment alors exposés à l'effrayante débauche qui a lieu lors de ces événements. Par exemple, alors là je cite dans le livre, mais c'est vrai qu'en 2018 on avait compilé un échantillon d'une petite centaine de photos et de vidéos prises au cours de ces différentes Gay Pride dans les villes d'Amérique du Nord, et la décence ainsi que la profusion d'actes innommables nous empêchent d'en livrer ici le moindre résumé graphique. Il s'agit tout simplement en fait d'actes pornographiques en plein air, à la vue de tous et spécialement à la vue des enfants. Mais je pense que vous avez tous vu ces photos. Il y a une photo extrêmement frappante, par exemple, où on voit une espèce de bande, vous savez, de PD sadomaso qui se tiennent en laisse ou un truc comme ça, qui sont avec des trucs en cuir, machin. Et derrière, vous avez des enfants qui sont là, donc ils sont dans la Gay Pride, qui ont été emmenés là par leurs parents, et vous voyez sur leur visage, les enfants sont horrifiés. Ils sont juste horrifiés, mais ils se disent, enfin, ils sont dégoûtés, quoi. Il faut se rappeler que l'enfance, c'est quand même l'âge de l'innocence encore, jusqu'à un certain point. Mais en général, c'est quand même l'âge où on reste plus ou moins innocent, plus que quand on est adulte en général. Donc on a encore ce truc où on ressent instinctivement, vous savez, des choses comme ça repoussantes. Et les gens emmènent leurs enfants dans ces trucs-là. Et j'ai vu des vidéos encore pires, hein, enfin des choses incroyables, incroyables. En 2018, c'était l'édition la plus incroyable que j'ai jamais vue. On voit sur ces photos et vidéos que les dégénérés qui participent à ces événements n'ont pas honte de parader nus ou à se livrer donc à des actes abjects devant des enfants. Ils n'ont absolument pas honte de le faire en pleine journée. C'est tout à fait normal pour eux. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à ces enfants à aimer. Mais les choses deviennent de plus en plus graves, puisque depuis quelques années, on voit apparaître dans ces Gay Pride des enfants transsexuels eux-mêmes, qui se livrent justement à ce genre de prestations. La vidéo, par exemple, d'un enfant de 9 ou 10 ans, se livrant à des danses obscènes au milieu d'une foule d'homosexuels déchaînés a fait le tour du monde. Je crois que c'était justement en 2018. En outre, nous avons déjà parlé dans l'introduction de notre livre du cas désormais célèbre du fameux Kid Drag Desmond, dont les médias et le milieu de la mode a déjà fait leur égérie. Donc un enfant drag queen de 9 ans, je crois qu'il avait 9 ans à l'époque, hein. Ceci à tel point que la marque de chaussures Converse en a fait sa mascotte pour sa campagne publicitaire du mois de mai 2018. Bien qu'il soit évident à tous, y compris à certains homosexuels qui ont l'honnêteté de le reconnaître, que les Gay Pride, en particulier celles dans certaines grandes villes occidentales, sont le dernier endroit où un enfant devrait se trouver, ça devrait être évident, eh bien la propagande médiatique trouve quand même le moyen de justifier l'explosion de décadence de ces événements et de présenter le tout sous un jour positif. Un récent article du Huffington Post compile ainsi les avis explicites de divers militants LGBT sur le sujet. Par exemple, selon la sexologue Paga Renn, qui a emmené ses 2 enfants à la Gay Pride de Toronto en 2018, qui est pourtant l'une des plus dégénérées, eh bien, selon Paga Renn, il n'y a pas de lieu plus sûr pour les familles et les enfants que la Gay Pride. L'auteur de l'article reconnaît que les Gay Pride sont notoirement l'occasion pour des milliers d'individus de parader en costume de latex, d'animaux et autres ensembles sadomasochistes,
et de montrer plus de nudité qu'on ne peut en voir habituellement en public. Sous-entendu que c'est une chose positive, c'est super de pouvoir faire ça, voilà, on se lâche, quoi. Bon. Selon David Rayside, un ancien professeur d'études de genre à l'université de Toronto, il n'y a pas à s'en faire. Les gay pride ont toujours un côté un petit peu olé olé. Devrions-nous changer cela? Non, ce n'est pas un défilé des Pères Noël, et cela ne l'a jamais été, et cela ne devrait jamais l'être, cela ne peut pas l'être. J'ai vu des milliers d'enfants dans les gay pride, et je n'en ai jamais vu un seul se plaindre de ce qu'ils y ont vu. Fin de citation, donc, d'un professeur d'université à Toronto. Selon Beer Bergman, un auteur, entrepreneur et militant LGBT, il n'y a aucune raison de ne pas emmener nos enfants à la Gay Pride. C'est une journée fun, il y a plein de bulles, d'arc-en-ciel et de super spectacles. Ah oui, super spectacle, j'imagine, ouais. En tant que parent, je veux emmener mes enfants à la Gay Pride. Bon, alors le mec est déjà gay, donc il a des enfants, c'est déjà bizarre. Parce qu'il se peut qu'ils soient eux-mêmes... Attention, lisez bien ça. Je veux emmener mes enfants à la Gay Pride parce qu'il se peut qu'ils soient eux-mêmes lesbiennes, gays, bi, transsexuels, queer. Sexualisation des enfants, comme je vous le disais encore une fois. Il ajoute en plus... Personne n'aime davantage la nudité que les enfants. Ce à quoi je ne veux pas que mes enfants soient exposés, c'est l'hétérosexualité obligatoire, le sexisme, le racisme et la violence. Donc voilà, lui, ce qui le dérange, c'est l'hétérosexualité, le sexisme, bon, en gros le patriarcat naturel, le racisme, donc sous-entendu le patriotisme, et la violence. Bon. Par contre, voilà, la nudité des enfants, c'est super, de ses enfants. Donc ça c'est typiquement un mec, normalement dans un état bien constitué. On lirait ça dans un journal, immédiatement la police devrait déjà toquer chez lui dans l'heure qui suit pour le mettre en tôle et prendre ses enfants. Parce que le mec a des enfants et il nous dit que la nudité des enfants c'est super cool. Donc voilà, ces enfants sont peut-être en danger, quoi. Bon, il y a encore d'autres... Il y a encore d'autres trucs de ce tonneau-là, mais bon, vous avez compris, hein, j'ai pas envie de... Je pense qu'on en a assez lu comme ça. Bien sûr, dans le livre, hein, tout ceci est sourcé, voilà. C'est un livre, évidemment, académique, n'est-ce pas? Donc c'est un livre sérieux. Tout est absolument sourcé, articles de presse, études universitaires, même les vidéos Twitter sont sourcées. Bon, alors oui, un dernier point, justement, de toute cette propagande. Et ça, c'est peut-être vraiment le plus terrible. Donc la campagne de l'année 2019 fut de ce point de vue particulièrement riche, notamment avec les Gay Pride. Et oui, en 2019, ça a été particulièrement carabiné parce que j'ai vu je sais pas combien de marques qui ont fait des pubs pendant le mois de juin, mais c'était pendant tout le mois de juin. Mercedes, Colgate, n'importe quel truc, même des trucs de gâteaux pour enfants. Voilà, que des trucs LGBT dans tous les sens. En 2019, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Donc, vous avez les gens, vous savez, qui sont là à se plaindre, oui, il y a une propagande pro-métissage dans les médias, etc. Bon, effectivement, et d'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt à ce sujet, parce que c'est un sujet très intéressant, et je suis bien placé pour en parler. Mais il faudrait aussi, voilà, signaler, je veux dire, c'est pas juste, ouais, une propagande contre les blancs, voilà, pro-métissage, machin truc. Non, c'est une initiative globale, c'est une initiative pour faire chuter la civilisation dans son sens le plus pur, dans son ensemble. C'est ça le projet. Donc c'est pas juste contre les blancs ou contre trucs, non, c'est contre l'ordre naturel. C'est contre certes l'ethnie, la race, on va dire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est aussi contre l'ordre naturel, les mœurs naturelles, etc., etc. C'est ça que cette propagande globaliste entend imposer. Et donc, l'offensive la plus sensible ces derniers temps, c'est celle, encore une fois, qui s'adresse directement aux enfants et aux jeunes préados ou aux ados. Par exemple, des maisons de production telles que Nickelodeon et Disney, donc qui font des dessins animés, ont été à la pointe de ce mouvement pro-LGBT. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Et si vous vous étonnez qu'aujourd'hui, enfin si on s'étonne, il ne faut pas s'étonner justement qu'on voit aujourd'hui cette population-là. Alors M6 nous dit qu'il y a 22% de Français de 18-30 ans qui se disent LGBT non-genrés, machin truc, transsexuel. Je pense que le chiffre est un peu exagéré, mais il n'est pas si exagéré que ça si vous considérez que cette génération-là a été la plus exposée à toute cette propagande pendant, voilà, depuis 10-15 ans, quoi, en gros. Donc c'est pas tellement étonnant que ça.
Par exemple, alors nous avons parlé du cas du dessin animé Arthur dans l'introduction. Effectivement, Arthur a été l'un des premiers dessins animés à introduire justement des personnages homosexuels, des parents homosexuels, transgender et des trucs comme ça. Alors que Arthur, bon, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un dessin animé pour les enfants. Quand je dis enfants, c'est pas du genre des trucs Dragon Ball Z, c'est vraiment pour les enfants à partir de 3-4 ans, quoi. Mais il faudrait citer aussi beaucoup d'autres exemples. Des dessins animés présentant des personnages ouvertement homosexuels et diffusés dans des programmes enfantins de masse peuvent être trouvés dès 2005, avec le fameux spin-off Postcards from Buster. Donc c'était un spin-off de Arthur. En 2014, sur Disney Channel, le programme Good Luck Charlie, une sitcom pour enfants, présentait deux lesbiennes comme étant les mères d'un enfant qui s'appelait Taylor et dont l'identité sexuelle de ce Taylor était volontairement ambiguë. En avril 2014, Cartoon Network diffusait un épisode du dessin animé Clarence, dans lequel un couple de gays s'embrasse avant de quitter la scène bras dessus, bras dessous, sur Cartoon Network. Moi, quand j'étais gamin, je regardais Cartoon Network, hein. Il y avait Dexter, il y avait plein de trucs. Donc imaginez, c'est vraiment adressé aux enfants. C'est pour normaliser ce genre de comportement aux enfants. Et pour les sexualiser en même temps. Bon. Enfin, en juillet 2016, Nickelodeon diffusait un épisode du dessin animé Loud House, dans lequel apparaît un couple gay biracial, Mr. McBride et Mr. McBride, du coup, ayant un enfant nommé Clyde. Cet épisode cherche notamment à présenter ces deux personnages comme étant d'excellents parents, surprotecteurs, très attentifs au bien-être de leur enfant. Il va sans dire que l'ensemble des médias mainstream ont constamment présenté ces avancées sociétales comme étant le nec plus ultra du progrès. Plus récemment, le dessin animé pour très jeunes enfants, My Little Pony, produit par Hasbro, donc là encore vraiment pour les très jeunes enfants, a également présenté un couple de parents lesbiennes, selon l'une des directrices du dessin animé, qui s'appelle Nicole Dubac. Cet épisode, qui est ironiquement nommé La Dernière Croisade, a pour but de montrer, je cite, ce qui définit vraiment une famille, c'est l'amour. Là encore une fois, complète perversion de la vraie notion d'amour. Selon Jolie Duffy, chargée de communication pour Hasbro, la société de production a présenté de nombreux types de familles au cours des 9 saisons, et nous espérons que cela aidera les enfants et les fans de tous les milieux d'avoir l'opportunité de s'identifier avec nos personnages et d'apprendre de leurs histoires. Fin de citation. En bref, tout ceci pour dire que la propagande LGBT ne passe pas seulement par les films, par les séries ou par les vedettes, les pop stars, qui s'adressent à un public souvent plutôt d'adolescents ou d'adultes. Mais cette propagande s'adresse aussi aux plus jeunes enfants, aux très jeunes enfants. Il n'est donc pas surprenant de voir apparaître de plus en plus d'enfants transgenres ou queer promus par les plus grands médias. Le dernier exemple en date est le fameux Desmond, qui est un garçon de 9 ans, nommé en réalité Keegan, et qui se fait appeler Queen Kiki lorsqu'il se transforme en fille. Dans un récent reportage de l'agence Reuters, Keegan est présenté sous un jour extrêmement positif, comme un jeune enfant tout à fait normal, participant à des festivals drag queen avec le soutien inconditionnel de ses parents, luttant contre le harcèlement et les regards circonspects de ses camarades de classe. Bien sûr, c'est eux le problème, c'est pas lui du tout le problème. De façon perverse, les mouvements LGBT ont bataillé ferme ces dernières années pour faire passer le taux de tentatives de suicide des enfants ou adolescents LGBT comme étant la faute de la société intolérante ou non inclusive dans laquelle ils vivent. En somme, depuis la fin des années 2000, ce qui était compris par tous à l'époque comme un dérangement mental évident, c'est-à-dire le transgendérisme, doit désormais être compris comme une norme alternative, et ceux qui s'obstinent à considérer la réalité biologique des genres sexuels sont alors classifiés comme intolérants et potentiellement responsables du mal-être psychologique des individus en question. En 2010, en France, sous le gouvernement de droite de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, se félicitait d'avoir fait de la France, je cite, le premier pays à baisser, le premier pays du monde à ne plus considérer le transsexualisme comme une pathologie mentale. Bravo, bravo la droite française, encore une fois, bravo.
En 2018, l'Organisation mondiale de la santé a suivi le mouvement général en retirant la transidentité de la liste des troubles mentaux. Donc avant 2018, même l'OMS considérait vraiment le transgendérisme comme un trouble mental. Ce qui était encore logique, enfin bon. En revanche, il est à noter que l'addiction aux jeux vidéo fut introduite dans cette nouvelle classification. Donc les jeux vidéo deviennent un trouble mental, enfin l'addiction aux jeux vidéo, par contre du coup le transgendérisme, non là du coup ça devient cool. Enfin bref, c'est vraiment une dinguerie. Curieusement, les médias mainstream, les politiciens et ces organisations internationales ne prennent pas en compte les études scientifiques objectives, comme celle du professeur Paul Sullins, qui a déterminé que les jeunes adultes ayant été élevés par des parents homosexuels ont 2 fois plus de chances de sombrer dans des formes extrêmes de dépression après l'âge de 20 ans, par rapport à des enfants ayant été élevés par des parents de même, enfin, hétérosexuels, enfin, de couples hétérosexuels. Ces dépressions sont dues à plusieurs causes que le Dr Sullins identifie comme allant d'une sexualisation précoce, ce qui est évident. Vous êtes élevé par des parents homosexuels, ce sont des gens, on sait comment ils sont, quoi. Bon. Donc selon le professeur Sullins, ces dépressions sont dues à plusieurs causes, telles que sexualisation précoce, des conflits graves avec les parents homosexuels ou encore un sentiment d'éducation incomplète en raison de l'absence d'un parent biologique, que ce soit le père ou la mère. Le plus souvent, c'est le père. Donc il y a plus de couples apparemment de lesbiennes qui obtiennent le droit de parenté, entre guillemets, quoi. Pour être clair, notre grande interrogation concernant la propagande LGBT, et en particulier celle qui s'adresse ouvertement aux enfants, est de déterminer à quel point elle contribue en réalité à sexualiser de plus en plus tôt l'enfance et à quel point la théorie de l'identité de genre contribue à inverser ou à rendre caduques les législations relatives à la protection de l'enfance, en particulier les lois sur l'âge minimal du consentement. Aujourd'hui, nous voyons que de puissantes fortunes soutiennent le mouvement LGBT, en particulier le mouvement transgender. Dans une remarquable étude publiée dans The Federalist, l'activiste et journaliste environnementaliste Jennifer Bilek démontre que loin d'être une minorité opprimée, la communauté LGBT transgender est non seulement une construction idéologique issue des années 1970, mais en plus que ces initiatives sont soutenues à coups de dizaines de millions de dollars par de riches financiers. Dans cette liste non exhaustive, Bilek cite par exemple Jennifer Pritzker, qui s'appelle en réalité James Pritzker, puisque c'est un transgender depuis 2013, qui est l'un des héritiers de la richissime dynastie juive américaine du même nom. Sa fortune personnelle est estimée par exemple à 2 milliards de dollars. Dans la liste, on trouve aussi George Soros, bon, qu'on ne présente plus. On trouve aussi Martin Rothblatt, qui s'appelle Martin Rothblatt de son vrai nom, qui c'est un espèce de mania qui est né donc dans une famille juive, transsexuel depuis 1994. Il a fondé plusieurs entreprises de pointe dans le domaine de la pharmaceutique, des satellites spatiaux, de la biotechnologie, notamment dans le domaine du clonage et de la manipulation génétique. Intéressante comme connexion. Et il est lui-même un militant transhumaniste radical. Sa fortune est estimée à près de 320 millions de dollars. Dans une conférence TEDx de 2005, intitulée « Ma fille, ma femme, notre robot et la quête de l'immortalité », Martin Rothblatt déclarait sa philosophie ainsi que le programme dans son entreprise. Je cite « Bien que les gens aient les organes génitaux d'un homme ou d'une femme, ces organes ne déterminent pas votre sexe, ou même pas vraiment votre identité sexuelle, c'est juste une question d'anatomie et d'appareil reproducteur. Bien sûr, nous sommes juste des robots, hein, on peut changer les pièces comme ça, bon. Et les gens pourraient choisir le sexe qui leur convient, même s'ils n'étaient pas forcés par la société à rentrer dans les catégories féminines ou masculines, à la façon de l'Afrique du Sud, qui forçait les gens à rentrer dans les catégories noires et blanches. Donc là, on voit aussi un parallèle incroyable. Donc apparemment, enfin, c'est hallucinant. Donc parallèle, vous voyez le truc, hein, ce qu'il a fait. Enfin, loi naturelle égale racisme, en gros. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Bon. Alors, il continue, il nous dit « Nous avons appris avec l'anthropologie que l'idée de race est de la fiction. » Non, ce n'est pas le cas.
Bien que le racisme soit très très réel, nous avons appris avec des études culturelles que les sexes hommes ou femmes bien distincts sont une fiction montée de toutes pièces. Bon, c'est un mec qui est censé être à la tête de sociétés scientifiques de pointe. Bon. La réalité est une fluidité des sexes qui couvre le continuum entier du masculin au féminin. Nous travaillons sur la création d'une situation où les gens peuvent créer un fichier intelligence. Un fichier intelligence, c'est la collection de leurs maniérismes, de leur personnalité, de leurs souvenirs, de leurs sentiments, de leurs croyances, attitudes et valeurs. Tout ce que nous avons aujourd'hui déversé sur Google, Amazon ou sur Facebook. Toute cette information, sauvegardée, pourra dans les prochaines décennies, une fois que les logiciels seront capables de récapituler l'état de conscience, pourra faire revivre l'état de conscience donc qui est imminent dans notre fichier intelligence. Là, c'est très intéressant parce que c'est une vidéo que je suis en train de préparer, ça me prend beaucoup de temps à la terminer, mais c'est justement une vidéo qui parle un peu de tout ça, du futur, de la technologie, de la science, etc. Et bien sûr, je parle un petit peu justement de cette idée justement de pouvoir, vous savez, de pouvoir mettre, de downloader ou peut-être d'uploader notre conscience dans une clé USB. C'est un peu le projet de tous ces transgenderistes. Et est-ce que vous serez étonné de voir que l'un des principaux, enfin l'une des grandes entreprises actives dans le domaine est en fait dirigée par un militant transgender. Finalement, ça fait sens. Ça fait sens tout ça. Parmi les autres grands manias du mouvement LGBT, on trouve donc l'un des plus influents d'entre eux, ça reste Tim Gill. Et lui, il est très fortuné. Fondateur du géant Quark Inc., donc géant de l'informatique, ce militant homosexuel militant, a fait sa fortune donc, dans l'informatique et il la met, sa fortune, à la disposition de la cause LGBT via la Gill Foundation. À travers de celle-ci, il est le responsable de la plupart des actions de lobby qui ont conduit à la protection des droits LGBT aux États-Unis, ainsi que la légalisation des mariages homosexuels dans le pays. Donc là, on voit que c'est l'argent en fait des lobbies de la Silicon Valley qui a permis la légalisation de l'homosexualité dans plusieurs États américains. Bien sûr, tout ceci accepté par autant des démocrates que par des républicains. Donc là encore, c'est de la corruption en fait, tout simplement. Le magazine Rolling Stone présentait Tim Gill en 2017 comme étant un croisé discret. Donc là encore, c'est une croisade inversée en fait, qui a fait de sa fortune la plus puissante force de frappe pro-LGBT aux USA. Là encore, c'est Rolling Stone qui l'affirme. Sa fortune est estimée à environ 500 millions de dollars. Alors parmi ces grands manias, on peut aussi, donc qui supportent, qui soutiennent vraiment, qui donnent des millions et des millions à toutes ces organisations gauchistes, LGBT et tout ça, on peut citer Drummond Pike, qui est créateur de la Tides Foundation. On peut citer Warren Buffett. On peut citer John Stryker, Mark Bonham ou Rick Weiland, tous multimillionnaires ou milliardaires. Dans cette fascinante étude, donc Jennifer Bilek démontre que, je cite, globalement, l'action philanthropique pro-LGBT s'élève à près de 424 millions de dollars. Entre 2003 et 2013, le financement de causes LGBT transgenres a été multiplié par 8, avec une croissance 3 fois plus importante que pour le financement des causes LGBTQ en général, lesquelles ont seulement quadruplé entre 2003 et 2012. Cette gigantesque croissance des financements est survenue au moment même où le transgenderisme commençait à gagner en exposition médiatique dans le paysage culturel américain. 424 millions de dollars représentent une somme immense d'argent, suffisante pour changer les lois, subvertir le langage, imposer un nouveau discours dans la population, censurer et créer une atmosphère menaçante pour ceux qui refusent d'accepter l'idéologie de l'identité de genre. Fin de citation. Et là, elle a tout dit. Elle a absolument tout dit. Mais ce n'est pas tout. Comme le remarque Bilek, le transgenderisme a ouvert de nouveaux et de juteux marchés. Ce n'est pas un hasard si on retrouve parmi les plus importants financiers de la cause transsexuelle des milliardaires comme James Pritzker, dont la fortune familiale est en grande partie fondée dans l'industrie pharmaceutique et médicale, ou encore Martin Rotblat, dont on vient de parler, donc, qui est un militant transhumaniste. Selon Bilek, un grand nombre de nouveaux marchés sont apparus grâce aux puissances d'argent derrière le mouvement LGBT. La première clinique donc, de chirurgie esthétique pour enfants transgender a ouvert à Boston en 2007. En 2007,
Dans les 10 dernières années, plus de 30 cliniques pour enfants concernés par la dysphorie de genre sont apparues aux États-Unis, la plus grande d'entre elles offrant des services à 725 patients. 725 patients. Dans la dernière décennie, il y a eu une explosion des infrastructures médicales transgenres aux USA et dans le monde. Bilek continue, donc la fin de citation, mais Bilek continue en montrant que tout un pan de l'industrie médicale et hospitalière, notamment la chirurgie plastique et l'industrie des transplantations, se spécialise désormais dans ce secteur d'activité. Bon, alors j'aurais encore pas mal de choses à vous dire. Ouais, il y a encore pas mal de choses intéressantes à dire, mais bon. Ceux qui ont le livre en leur possession ont la chance de connaître la suite de cette vidéo. Mais moi, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu. En tout cas, voilà, je pense que c'est un sujet intéressant, et alors qui a été déjà abordé depuis plusieurs années, notamment depuis la Manif pour tous. Là encore, qui a résisté à cette offensive dégénérée? Qui à part les catholiques? Seulement les catholiques. Tous les païens, la droite gay, homosexuelle, évidemment que ces gens-là n'ont pas du tout participé à ça. Au contraire, ils ont refusé d'y participer. Et voilà, qui résiste en fait au déclin de la civilisation en général et de la civilisation européenne depuis 200 ans? Ce sont les catholiques. Donc là, je fais encore une fois un appel à tous les crétins qui se laissent aller voilà, au paganisme, au néopaganisme, ou je sais pas quel délire néo-nazi ou je sais pas quoi. Arrêtez de... Vous ne valez pas mieux que des gauchistes. Si vous voulez résister au déclin de la civilisation ou au déclin de la race, si c'est ça qui vous inquiète tant, eh bien, apprenez justement à résister efficacement en vous convertissant à la foi catholique. Parce que sans la foi catholique, évidemment, on ne sortira pas d'une telle situation. Comprenez bien à quel point on en est rendu, là. Donc demain, vous allez avoir une émission sur M6 qui va vous vendre, qui va vous normaliser un peu plus tout ça. Parce que c'est vrai que la propagande transgender, bon... On a eu les années 2012, vous savez, vous vous rappelez un peu les années Hollande, en fait. Voilà, où il y avait un petit peu quand même de propagande, vite fait. Enfin, il y avait des bagarres, puisqu'on sortait de la Manif pour tous, tout ça, bon. Il y avait des oppositions, mais c'était pas franchement ça. Moi, j'ai l'impression que maintenant, voilà, vraiment, ça va vraiment commencer en France. Vous savez qu'en France, on a toujours 10, 5 ans de retard sur les États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, c'est vraiment full blown, c'est vraiment à plein pot, full... Volgas, comme on dit en Allemagne. C'est vraiment, voilà, je veux dire, quand vous regardez le Twitter américain, que vous regardez les milieux un peu gauche, même pas forcément gauchistes militants, mais vous regardez sur Twitch, sur Twitter, sur TikTok, là vous voyez vraiment à quel point cette propagande a été efficace. Que ce soit par les dessins animés, par les séries, par toutes les pop stars qui normalisent ça. Et en fait, c'est d'une manière générale, parce que c'est pas seulement la normalisation du discours LGBT, c'est la normalisation de la dégénérescence, de l'immoralité en général. Quand vous regardez tous les modèles, enfin, toutes les stars qu'il y a maintenant, les Cardi B, je sais pas comment elle s'appelle, l'autre, là, Ariana Grande, ouais, qui est pas si grande en fait, mais bon. Vous voyez que tout ça, mais même à notre époque, moi quand j'étais gamin, c'était Britney Spears, tout ça... c'est la même chose, quoi. Et on peut remonter jusqu'à Brigitte Bardot. Tous les boomers qui ont été matrixés par Brigitte Bardot, ils ont subi un peu le même sort. Donc tout ça, ça dure depuis trop longtemps. Et maintenant, je pense qu'il faut... On n'a plus de temps à perdre. Parce que là, on est vraiment... La civilisation est en train de s'écrouler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc maintenant, il faut opposer à toute cette chienlit, et je le dis clairement, il faut y opposer une opposition... Enfin, nous devons créer une opposition fanatiquement religieuse. Je dis bien, je pèse mes mots, je le répète. Nous devons créer une opposition fanatiquement religieuse à toute cette débauche, toutes ces horreurs. Tout simplement, il n'y a pas à transiger, il n'y a pas à dire mais oui, peut-être qu'on peut s'arranger, peut-être qu'on peut comprendre. Non, c'est terminé, il faut maintenant dire clairement les choses, refuser ces choses en bloc, et inciter un grand nombre de nos compatriotes, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Bon, en Afrique, heureusement, on est encore assez épargné par tout ça, mais tout ça, ça va venir, ça vient déjà dans d'autres zones qu'on pensait plus ou moins épargnées.
Bon, pour l'instant, c'est vraiment l'Occident qui est vraiment menacé directement. Hein. C'est vraiment le plan, c'est vraiment de détruire ce qui reste un petit peu de l'Occident chrétien. Il en reste presque rien, mais c'est ça le but. Donc il faut vraiment qu'on conscientise nos contemporains, qu'on les radicalise, et qu'on les... Je le dis, je le pèse mes mots sur ce sujet, sur des sujets aussi graves. Nous devons opposer une contestation fanatiquement religieuse. Voilà. Très bien les amis, je pense que la vidéo a assez duré, j'espère qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a intéressé d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, bon, vous connaissez le blabla, soutenez-nous, likez, partagez, blablabla, commentez, bon. Mais surtout, ce qui nous aide vraiment, c'est si vous participez au financement de notre campagne de crowdfunding pour voilà, améliorer les dispositifs du FIDEPOST, hein, les dispositifs techniques et tout ça. Bon, donc n'hésitez pas, ou alors si vous voulez tout simplement nous faire un don sur Utip, même 1 euro, 5 euros, ça nous aide d'une façon ou d'une autre. Voilà, vous pouvez nous aider de cette façon, mais vous pouvez surtout nous aider avec vos prières. Ça nous aide, ça c'est la meilleure aide possible. Et voilà, donc on se retrouve bientôt. Prochaine vidéo qui concernera certainement... Oui, on va parler technologie, tout ça. Voilà, j'en ai parlé au début de la vidéo, donc voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon dimanche, hein, un bon Saint-Dimanche demain. Et puis on se retrouve bientôt voilà, pour une prochaine vidéo sur le FIDEPOST. D'ici là, je vous dis salut et que Dieu vous garde. Ciao.